Imaginez une table de poker où un joueur mise non pas sa maison, mais l'équivalent du PIB d'un pays. On parle de 20 milliards de dollars sur un seul coup. On est d'accord que si ça rate, c'est la fin de la partie. La faillite totale, game over. Pourtant, ce n'est pas un film, c'est la réalité d'Aliko Dangote en 2013 avec sa raffinerie. Tout le monde lui disait que c'était impossible, que c'était du suicide. Alors comment un homme qui a commencé avec un petit prêt de son oncle a-t-il fini par contrôler le destin économique de tout un continent? Vous n'êtes pas prêt. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec de la chance. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va décortiquer le parcours de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Mais attention, ce n'est pas du tout le même délire que les biographies classiques où on vous dit il a travaillé dur et il a réussi. Ici, on va parler de stratégie brute, de monopole et de marge indécente. Beaucoup pensent que Dangote est juste un héritier chanceux, en gros, un Nepo Baby qui a eu les bonnes connexions. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est parti de zéro comme dans un film hollywoodien, mais résumer sa réussite à ça, c'est passer à côté du vrai sujet. Si c'était si facile, tous les riches du Nigeria seraient aussi puissants que lui. Or, ce n'est pas le cas. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous compreniez le système Dangote. Comment on passe de vendeur de riz à propriétaire de la plus grande raffinerie d'Afrique. Donc gardez bien en tête ce que je vais vous dire, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus le business en Afrique de la même manière. Un bon début, c'est le début d'une bonne histoire. Et pour Dangote, ça commence à Kano dans les années 70. Ne vous attendez pas à l'histoire du petit Africain qui parcourait 10 km dans les montagnes pour aller à l'école, car lui-même le dit, il ne manquait de rien. Ça peut se comprendre avec son père qui était un riche exportateur d'arachides, et encore mieux, son grand-père qui était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Et son arrière-grand-père était carrément l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest dans les années 40. Ce qui le place au sein d'une grande culture commerciale familiale qui l'aidera toute sa vie. On entend souvent oui, mais son oncle lui a prêté de l'argent. Alors c'est vrai, 500 000 naira, une belle somme pour l'époque. Mais attendez 2 minutes. Vous connaissez beaucoup de jeunes de 21 ans à qui on file l'équivalent d'une fortune et qui, au lieu de flamber dans des voitures de sport, achètent des camions de ciment? C'est là que tout se joue. Dangote ne veut pas juste être riche, il veut dominer le flux. Au début, il fait du trading, de l'import-export. Il achète du sucre au Brésil, du riz en Thaïlande et le revend sur place au Nigeria. Le business model est simple. J'achète pas cher, je revends cher. C'est donc que si tu as une licence d'importation, tu imprimes de l'argent. C'est le jackpot. Mais Dangote remarque un truc bien pratique que les autres ne voient pas, la vitesse. Il comprend que s'il veut gagner, il ne doit pas juste importer, il doit livrer plus vite que les autres. Donc il ne sous-estime pas le transport et achète ses propres camions. Vous voyez la nuance? La plupart des commerçants se disent « je vends la marchandise », le client lui se débrouille pour venir la chercher. Lui, il se dit « je l'amène devant ta porte avant que tu aies le temps de commander chez le voisin ». Il sécurise le marché et tue la concurrence par la logistique. On est d'accord que pour l'instant, c'est juste un très bon commerçant. Il fait des millions, il est le roi du sucre, le roi du riz, mais vous vous doutez bien que ça ne suffira pas. Parce que dépendre des importations, c'est dépendre du taux de change, des décisions du gouvernement et des prix mondiaux. Et là, il a une révélation. En 1999, la transition démocratique arrive au Nigeria. Le vent tourne et il se dit « pourquoi je continue d'importer des trucs que je pourrais fabriquer ici ?» Alors c'est parti pour la vraie technique, celle qui a fait sa fortune, l'intégration verticale. Imaginez, vous voulez faire un gâteau. La plupart des gens achètent la farine, les œufs, le sucre. Dangote, lui, il achète le champ de blé, la ferme de poules et l'usine de sucre. Ah, et il construit aussi la route pour amener le gâteau chez vous. Et il fabrique l'emballage. Il décide de produire du ciment au Nigeria. Le problème, il n'y a pas d'infrastructure, pas d'électricité stable, pas de gazoduc fiable. Pour n'importe quel entrepreneur normal, c'est un cauchemar, mais Dangote, lui, a une vision différente. Il se dit, si l'infrastructure n'existe pas, je vais la construire. Donc il construit sa propre centrale électrique pour alimenter son usine. Il construit son propre port, achète des milliers de camions pour livrer sa marchandise. Quand tu contrôles tout, de la matière première au client final, tu contrôles tes coûts. Et surtout, tu contrôles tes marges. C'est bien pour ça que si vous regardez les bilans de Dangote Cement, vous voyez des marges de 45 voire 50%. C'est monstrueux dans l'industrie lourde. Ça, ce sont les marges des géants de la tech, pas du béton. Mais pour en arriver là, il a fallu être brutal. Il a fait un lobbying intense auprès du gouvernement pour interdire ou surtaxer les importations de ciment. Certains diront que c'est de la triche, que c'est un monopole protégé. Lui répond « J'ai investi des milliards quand personne ne voulait mettre un centime au Nigeria. C'est ma récompense ».
On est d'accord que c'est un argument qui se tient. Il a pris un risque énorme, donc il profite de ça et inonde le marché. Il baisse les prix temporairement pour étouffer les importateurs restants. Et une fois qu'il est seul, il fixe ses propres règles. C'est une stratégie brutale mais efficace pour évincer tous ses concurrents. Vous allez me dire que ok, c'est bon, il a gagné, il est désormais le roi du ciment, fin de l'histoire. Non, parce que l'ambition, c'est une drogue, et Dangote en veut toujours plus. Il regarde alors son pays, le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique. Et pourtant, le Nigeria importe son essence. C'est absurde. C'est comme si un boulanger achetait son pain au supermarché. Nous voilà en 2013. Dangote annonce la construction de la raffinerie de Lekki. Le projet est pharaonique. La plus grande raffinerie à train unique du monde. 650 000 barils par jour. De quoi couvrir tous les besoins du Nigeria et exporter le reste. Mais là, on change complètement de dimension. Le ciment, c'était compliqué certes, mais une raffinerie, c'est l'enfer. Les coûts explosent. Le projet prend du retard. Des années de retard. La monnaie nigériane s'effondre et le Covid arrive. Imaginez 2 minutes. Vous avez 20 milliards de dettes en dollars, mais vos revenus sont dans une monnaie locale qui perd de la valeur chaque jour. Au plus fort de la crise, même les banques internationales commençaient à douter. Il était alors seul face à une montagne de dettes. N'importe qui aurait abandonné, n'importe qui aurait fait faillite. Mais Dangote, lui, a une mentalité de bâtisseur. Il dort sur le chantier, littéralement. Il sait que s'il réussit, il ne résout pas juste un problème pour son entreprise, mais résout le problème macroéconomique du Nigeria en arrêtant l'hémorragie de devises du pays. Donc il devient too big to fail, trop gros pour faire faillite. C'est ça la technique ultime, rendre son business indispensable à la survie de l'État. Quand tu es à ce niveau-là, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de te soutenir. Finalement, en 2024, la raffinerie commence enfin à tourner. C'est un pari qui a failli tout lui coûter, mais aujourd'hui, il a la main sur l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme s'il avait les clés du moteur de tout le continent. La récompense, elle n'est pas juste financière, elle est historique. Il a prouvé qu'on pouvait industrialiser l'Afrique par l'Afrique sans attendre les Occidentaux ou les Chinois. Alors qu'est-ce qu'on retient de l'histoire d'Aliko Dangote? Ce n'est pas juste l'histoire d'un riche héritier, c'est l'histoire d'un pivot mental. Passer du trading, je prends ma marge et je me barre, à l'industrie, je construis, je crée de la valeur, je reste. Il a construit ses premiers millions non pas pour vivre dans le luxe, mais pour construire les douves autour de son château. On peut résumer ça en 3 points. Contrôler la logistique pour tuer la concurrence, intégrer verticalement pour capturer toute la marge, devenir indispensable à l'économie nationale. C'est brutal, c'est risqué, mais c'est efficace. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous auriez eu le cran de mettre 20 milliards sur la table? Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Si vous voulez comprendre d'autres stratégies de monopole ou comment d'autres empires se sont construits, j'ai analysé un autre géant juste ici. Allez voir cette vidéo qui s'affiche ici, c'est le complément parfait. Je vous retrouve juste là dans 2 secondes et à tout de suite.